bonsoir, bienvenue sur la libre antenne. Donc comme tous les soirs, normalement c'est 21h minuit. Ce soir on commence à 21h30. Hier il n'y avait pas d'émission. Donc voilà, les bonnes habitudes reprennent. Bonsoir à vous tous. Et bonsoir à la régie. On va accueillir immédiatement nos deux charmantes invitées. Sophie, pardon, excuse-moi. Tu vois, je commence, j'ai un problème avec les prénoms. Je voulais t'appeler Jean-Bernard. Ah bah, vous voulez m'appeler Jean-Patrick, c'est de bonne guerre. Donc Sophie et Florence. Donc en plus c'est la sagesse alors dans tous les cas. Oui, Ouais, Sophia. entre guillemets. Quoi. Entre guillemets. Entre guillemets. Alors moi je parle langue des oiseaux. Sophie et Florence c'est la sagesse dans les deux cas. En Exactement. plus, hein. C'est marrant. Donc Sophie et Florence, on va parler en plus de par contre de quelqu'un de pas très sage, c'est Jacques Léventreur. Tout à fait. Donc on va tout de suite rentrer dans le débat, mais je vais saluer d'abord les métanotes. Alors je vous dis d'avance que ici le chat ne sonne pas très bien, mais en tout cas on dit bonsoir à tout le monde, à Chris Fighter, Meta Addict, Vanopap, Captain Capt, Alex B, Liberty, Frisky, Nutso KO, Philustub, Westeon, Chaosphère, Sefi, Barbatruc, Zissou. Voilà, et ben bonsoir à tous. Et bienvenue sur la libre antenne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'inquiétaient de ne pas devoir revenir à l'antenne, mais non, on est là, vous voyez, on est là, les invités sont là ce soir pour aborder ce fait divers. Comment on va pouvoir dire, c'est un fait divers. C'est un personnage qui est devenu un fait divers. C'est un personnage qui est devenu. Donc c'est quand même le parangon du crime. Alors pourtant il a tué que 5 femmes quand même, et ça suffit pour le faire rentrer quelque part en termes d'immortalité criminelle, parce que finalement la presse a joué un rôle déterminant dans sa campagne, on va dire immortelle historiquement, puisqu'on le qualifie de premier tueur en série de la modernité. Et on peut dire que grâce à la Central News Agency, grâce au Star, grâce au Times, si au jour d'aujourd'hui on en parle, c'est parce qu'à l'époque victorienne, il y avait quand même 500 organes de presse différents. On n'avait jamais assisté à un boom aussi explosif en termes de campagne de presse. Donc on peut dire que Jacques Léventreur, c'est un attaché de presse, en outre d'état d'assassin ça fait en presque puissance. Un fait divers moderne, quoi. C'est un fait divers moderne. Quand la presse s'empare comme ça d'un fait divers et que ça devient... On rentre absolument. Parce que c'est vrai que des faits divers, il y en avait beaucoup. Les agressions domestiques dans les quartiers de l'East End en 1888 étaient légion. Mais on n'avait jamais assisté à un tel degré de ritualisation dans le meurtre. Et c'est vrai que c'est à partir de Jacques Léventreur qu'on a parlé de crime sans motif, de motiveless murder. Avant, il y avait toujours des motifs pécuniaires. On n'avait jamais recensé un tueur qui tuait avec des motifs inconscients, sexuels. C'est un tueur sexuel, organisé. Et ça, c'est une première quand même à l'époque victorienne. Et pour qu'on en parle aujourd'hui, c'est vraiment qu'il a marqué son époque, parce que c'est un tueur scriptomane. C'est vrai qu'il était réputé écrire des lettres à Sir Charles Warren. Et alors justement, parce que toi, il faut quand même le préciser, voilà, vous êtes auteur de plusieurs livres. Alors déjà, il y a un premier livre, Jacques Léventreur démasqué. Donc voilà, c'est mon premier ouvrage. Ça, c'est le premier ouvrage. Et il y en a un deuxième aussi, donc qui est l'adaptation au théâtre. De l'essai qui va sortir sous une nouvelle forme. Oui, qui va sortir sous une nouvelle forme. Le petit problème administratif. Voilà. Donc, parce que pour expliquer un peu ton parcours aux gens, pour qu'ils comprennent pourquoi tu es arrivé à Jacques Léventreur, parce que aussi comment vous avez travaillé un peu, parce que je sais que tu as fait beaucoup d'allers-retours sur Londres, tout à fait. Pour étudier les archives. Depuis l'âge de 11 ans. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai quand même commencé à collectionner les monographies, les ouvrages de Charles Booth, et des ouvrages même en sociologie. Déjà à l'âge de 11 ans, ça m'avait complètement passionnée. Parce qu'il y avait ce téléfilm en 2 parties de David Weeks qui présentait la thèse de Stephen Knight impliquant le médecin de la reine. Ça m'avait tellement fascinée. J'ai vu Michael Caine campant le rôle du détective Aberline, Jane Seymour, etc. Je me suis immédiatement imprégnée de ce personnage. Je me suis dit, je veux en savoir plus. Je ne crois pas en cette thèse, mais j'ai envie de collectionner tout ce que j'ai sous la main, et c'est qu'un peu plus tard que je me suis rendue aux archives de Kew à partir de 15 ans, et chaque année, même rituel. Je cherchais à exploiter le moindre document de l'affaire criminelle, donc je compulsais méticuleusement les archives de la Metropolitan Police, et j'étais pas du tout partie sur l'idée de démasquer un assassin, j'étais encore dans l'idée que j'avais envie de savoir quel était le climat de l'époque, qui était Jacques Léventreur, mais en tant qu'entité effrayante, pas pour poser une chape de plomb en disant c'est lui l'assassin, pas du tout. C'est presque par accident et par recensement et recoupement
de rapports de police et de lettres, que je me suis dit c'est assez troublant de voir à quel point les Dear Boss Letters sont très intrigantes, parce qu'on a l'impression que l'assassin connaît Scotland Yard de l'intérieur. C'est à partir de là que mon cheminement a commencé à germer, et que tout m'orientait vers un profil d'assassin, vers Melville McNaughton, parce que finalement c'était le seul homme qui avait subi une éviction 3 jours avant les meurtres, et qui pouvait avoir suffisamment de haine et de frustration envers la police pour pouvoir décrédibiliser le préfet de l'époque, parce qu'il était complètement humilié, c'est finalement Sir Charles Warren, parce qu'il était incapable d'arrêter l'assassin, et les lettres montraient que Jack Léventreur voulait humilier de l'intérieur la police et sa de police. C'était ça, hein, oui, sa motivation à l'époque, c'était on va dire quoi, de montrer à la police, genre, vous êtes ridicule, vous n'arriverez pas, en fait. Tout à fait. Attrape-moi si tu peux. Attrape-moi si tu peux. C'est motifs conscients, après Alors, les motifs inconscients. Ça, c'était les motifs conscients qu'on connaît, se venger du préfet de police qui l'avait destitué quelques semaines avant, c'est ça, hein, Sophie? Oui, pas quelques semaines avant, 3 jours avant. Quelques jours avant, pardon, mais il y a des motifs effectivement inconscients. Alors là, c'est pour ça que Sophie, elle fait appel à moi, parce que bon, comme je suis auteur dramatique, mais je suis aussi psychologue spécialisé en criminologie, et que j'ai un peu appris mon métier avec Michel Agrapard, qui est pour moi la référence en matière de criminologie. Les motifs inconscients, c'est effectivement... il avait quand même une haine contre sa mère, qui l'avait vraiment humilié. Enfin, le suspect, Melville McNaughton. Surtout son père. Et effectivement, comme il idolâtrait profondément sa mère, mais que effectivement il pouvait pas s'en prendre directement à sa mère, c'était déplacé sur les prostituées en fait, les meurtres. Et si je peux me permettre, il avait aussi un dépit, un conflit à l'autorité avec son père, qui le traitait de bon à rien, qui disait que finalement tout ce qui était bon à faire, c'est reprendre l'exploitation familiale en Inde, à Kishnagur, une petite province à quelques centaines de kilomètres de Calcutta, et pour le père de cet homme-là, Melville McNaughton était incapable de rien faire. C'est pour ça qu'il a voulu montrer son indépendance. Il a connu James Monroe en Inde, justement, pendant les 12 années qu'il a passées en Inde. C'est son meilleur ami. Alors, c'est son meilleur ami. C'est celui qui va lui permettre, entre guillemets, peut-être d'intégrer Scotland Yard. On va voir que 3 jours avant les meurtres, le mardi 28 mars, le mardi 28 août de l'année 88, c'est là où justement ça se joue, parce qu'il a été invité par Sir Henry Matthews, le ministre de la Défense de l'époque, pour pouvoir être intronisé. James Monroe dit c'est un bon élément, pourquoi ne pas lui donner sa chance, sauf que cet homme-là n'a aucune expérience. Et Sir Charles Warren, qui est à la tête de Scotland Yard à l'époque, dit moi j'ai écho que cet homme-là n'a aucune expérience du monde policier, qu'il était en plus humilié par des hindous lorsqu'il tenait son exploitation en Inde, parce qu'apparemment il avait une réputation qui lui tenait au corps, c'est qu'il était pas assez autoritaire. Il avait lui-même été agressé, donc Sir Melville McNaughton est laissé pour mort dans les plaines du Bengale. Il y a une expédition. Il avait déjà une mauvaise expérience. Il était colon, oui. Et c'est pour ça qu'il va être rejeté. Mais James Monroe va avoir une explication avec effectivement celui qui est son N+1, Sir Charles Warren, et il va vraiment le défendre en disant mais pourquoi ne pas le prendre, c'est un élément valeureux, etc., etc. Il va y avoir une dispute d'ailleurs aussi avec Sir Humbert Anderson. Et ce soir-là, James Monroe dit puisque c'est comme ça, moi je démissionne de la branche secrète, le CID, la branche criminelle des anti-terroristes irlandais. Et il commence déjà à montrer, à manifester sa rancœur envers cet homme avec qui lui-même il avait des conflits. Et ce pauvre Melville McNaughton va se retrouver le soir du 28 août 88, on le sait grâce à la Gazette de Police qui le mentionne avec cette date-là, qui précise l'événement, complètement dépourvu, parce qu'il a fait 8000 km, il part de l'Inde en bateau, en steamer, il arrive à Londres, fort d'une recommandation d'Henry Matthews, le chef du Home Office, l'équivalent du ministère de l'Intérieur, en se disant c'est bon, je vais l'avoir ce poste, mais il est désavoué, et en plus il se pointe à Scotland Yard, mais il apprend la nouvelle par une lettre qu'il va recevoir justement 3 jours après, jour du premier meurtre de Polly Nichols. Une fameuse lettre qu'on va retrouver d'ailleurs déchiquetée en morceaux avec les armoiries de Sir Charles Warren. Le timbre, cette réserve de timbre est extrêmement rare. C'est les armoiries du Sussex Regiment, Royal Sussex Regiment, auquel appartenait Sir Charles Warren. Donc déjà,
avec une partie de l'adresse déchirée de Melvin McNaughton. Et ce fragment de lettre va être retrouvé près de la tête de la deuxième victime, retrouvée à Bury Street, le 8 septembre de l'année 1888. Donc il s'agit d'Annie Chapman. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne fait toujours pas de rapprochement, alors que cette lettre-là, c'est justement cette enveloppe déchirée contenait l'éviction très probable de cet homme-là. L'adresse, tout concorde, les morceaux qui ont été retrouvés. Donc, Mais il aurait été quand même, j'ai envie de dire, un peu, pas stupide, mais quand même, pourquoi laisser sa lettre par provocation et certitude de ne pas être pris, c'est le jeu du chat et de la souris. D'ailleurs, Jack l'Éventreur adorait jouer avec la presse. Il était tellement sûr de jamais être pris que même s'il avait donné un indice même plus évident de sa culpabilité, il était presque assuré de ne jamais être suspecté. Vous imaginez quelqu'un de la classe supérieure qui est exploitant de thé en Inde, officiellement. Bon, ok, il a eu cette éviction qui est malheureuse. On saura d'ailleurs dans son journal intime, Days of My Years, qu'il va le vivre comme une terrible humiliation. Donc certes, comme disait Florence, il y a les motifs inconscients vis-à-vis de sa mère, mais il y a les motifs aussi très conscients du conflit à l'autorité envers les autorités du Yard. Et ça, c'est précisé dans les lettres signées de Jack l'Éventreur et continuellement envoyées à Scotland Yard. Et dans la lettre du 7 novembre 88, une journée après, 2 jours, pardon, avant que n'ait lieu le dernier meurtre, Jack l'Éventreur s'adresse au préfet de police et dit voilà, j'arrêterai ma vague criminelle que lorsqu'il y aura la démission de Sir Charles Warren, lorsque j'aurai obtenu sa démission et lorsqu'il sera... l'Intérieur, c'est quoi le chef de la police Alors, le chef de Scotland Yard, c'est Sir Charles Warren, et le chef du Home Office, l'équivalent du ministère de l'Intérieur, c'est Henry Matthews, Sir Henry Matthews. Et ce qui est très bizarre, c'est que 2 jours après, le 9 novembre, il y a le dernier meurtre avec Mary Jane Kelly, et c'est vrai qu'on n'entend plus parler de Jack l'Éventreur. Les crimes s'arrêtent. Les crimes s'arrêtent. Et pourquoi ? Ça, on peut se poser la question par rapport à cette lettre du 7 novembre, c'est que le 8 novembre, dépourvu d'efficacité, Sir Charles Warren donne sa démission et bizarrement, le lendemain, le 9 novembre, il y a le crime de Mary Jane Kelly, mais les crimes s'arrêtent par le même coup. Et l'assassin, dans sa lettre du 7 novembre, disait qu'il comptait réintégrer la police dès lors qu'il aurait la tête de Sir Charles Warren et son renvoi, dès que son renvoi serait rendu effectif. Et 6 mois après les meurtres, effectivement, qui rentre dans les services de police Sir Melvin McNaughton. Exactement comme annoncé dans la lettre du 7 novembre 88, où Jack disait qu'il pourrait réintégrer les services de police dès lors que Sir Charles Warren donnerait sa démission. Donc là, les archives de la métropole... comme ça, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et en même temps, tout est basé sur les lettres, sur tout ce qui est factuel en termes de dates, ça coïncide. Ça ne peut pas pointer un autre suspect. Toutes les dates sont... vraiment très précise. Tu as oublié, excuse-moi, de parler du fragment de l'enveloppe aussi qu'il avait laissé près de la première victime, non, la deuxième victime, Chapman. pour faire accuser justement le préfet de police. Absolument. C'était la lettre du renvoi, la lettre d'éviction en fait de Melvin McNaughton. Alors, qu'on résume bien, donc cet homme-là, il est colon en Inde, voilà. Son père, très autoritaire, très, très tyrannique, lui veut devenir comédien, mais il est obligé de répondre aux desiderata de son père, qui veut qu'il reprenne la fabrique familiale, l'exploitation familiale. Il n'est pas du tout, c'est pas un meneur d'hommes, donc il se fait agresser, tabasser par les hindous qui le laissent pour mort. Premier traumatisme. Donc il a un traumatisme à la tête qui lui fera avoir des séquelles. On a fait l'hypothèse aussi avec Michel Agrapar a fait l'hypothèse que ça peut être aussi avoir entraîné des mouvements, des pulsions, des envies de tuer. Enfin cette blessure-là, il y a eu quelque chose dans son cerveau qui a été altéré. Il rencontre Monroe lors de cette agression, qui est, Sophie, rappelle-moi exactement son titre. Il travaille, comment dirais-je, à la police du Bengale avec le gouverneur Ashley Hayden, qui avait mené une expédition punitive pour punir ceux qui l'avaient agressé. Les ouvriers de ferme. Ses ouvriers d'ailleurs, en l'occurrence. Monroe lui dit « Je vais te faire rentrer à Scotland Yard, t'inquiète pas ». Donc il le fait voyager pendant 6000 km. 8000, pardon. Pour s'entendre dire que finalement, il est reçu par le préfet Warren, il lui dit « Mais
On va pas embaucher quelqu'un qui sait même pas maîtriser des hommes, qui se fait agresser par les hindous. Il va même pas le recevoir, il va le parce que laisser c'était dans une sous salle domination britannique, britannique, bien sûr. voilà, à cette époque-là. Oui, on est en pleine colonisation. Voilà. Et du coup, il se dit, mais alors, cet homme-là, je pense qu'il y a une collusion aussi avec son père qui le tyrannisait, qui l'humiliait. Je pense qu'il y a une collusion, mais c'est une hypothèse, hein. Sophie, tu me diras si t'es d'accord, entre l'autorité qu'incarnait son père et l'autorité qu'incarnait le préfet Warren. C'est exactement Et il ça. s'est dit, voilà, et il s'est dit, je vais me venger. Et comment se venger? En utilisant les prostituées, qui traitaient de déchets de l'humanité. Le plus bas déchet de l'humanité. The lowest drugs of humanity. Alors, pour la petite histoire, c'est vrai, ce qui est intéressant d'un point de vue aussi psychanalytique, ça on en parle dans la pièce de théâtre, c'est que sa mère a subi une hystérectomie, elle en était à son... Combien d'enfants Elle était à son 10e parce 10e que enfant. là c'est le 11e, Melville. Melville, c'est le 10e. Elle a 40 ans quand même. Le enfin, père, il en 38 ans. peut plus. C'est pareil. 43 ans, je sais plus quel Non, âge non, elle 38 ans, mais pour l'époque... 38 ans. Voilà, c'était quand même âgé. Et il se dit, là, on va demander au docteur Isaac Baker Brown. Voilà, de l'opérer. Charcot, qui a traité l'hystérie, doit se D'où retrouver la haine envers les juifs Voilà. à l'époque, parce que Jack l'Éventreur, justement, avait fait son tag à Goulston Street, la nuit du double meurtre du 30 septembre 88. Les juifs ne sont pas les hommes qui seront blâmés pour rien, et on sait que ce tag émane bien de Jack l'Éventreur. Il y avait un antisémitisme qui était très important. Ouais, à l'époque, oui. Et on peut soupçonner que justement, de par le chirurgien, donc Isaac Baker Brown, que lui ait développé un médecin juif, antisémitisme médecin par juif, c'est rapport ça, au voilà. fait que son père a opéré sa mère pour plus qu'elle puisse procréer. Okay. Et du coup, elle, on fait l'hypothèse clinique, voilà, qu'elle ait pu développer une rancœur, une haine, même inconsciente, envers ce fils qui finalement a été la cause de son hystérectomie. Bah oui, parce qu'elle s'est mutilée quelque part. Ça, c'est intéressant. Il lui reprocherait inconsciemment de s'être mutilée. Et du coup, c'est ce que je disais au début, je ne peux pas tuer ma mère, donc je déplace et je tue les prostituées. Et effectivement, il utilise ses connaissances de chasseur. En Inde, il chassait le Jack, le chacal. Le chacal, voilà. Jack Hall, voilà. Jack, c'est diminutif. Pour les mutiler, pour nier leur féminité, il leur retire tous leurs organes féminins, parce qu'il sait pas... c'est un crime sexuel, mais il ne viole pas. Non, il viole pas. Non. Mais c'est comme un crime sexuel, en fait, puisque à partir du moment où on tue, il y a une forme de jouissance, quand même, de ce personnage-là. Ouais. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, en criminologie, des crimes sexuels. C'est-à-dire que il y a comme une impuissance à le faire dans le réel, il va le faire au niveau symbolique. Puis sans compter que la coupe, je peux être morbide, l'ouverture, le mode d'ouverture du sternum au pubis. Le sternum au pubis, c'est quelque chose que seul un taxidermiste, je dis au pluriel, seul un taxidermiste ou alors un médecin légiste pouvait revendiquer cette paternité criminelle, ce mode opératoire. Personne d'autre ne pouvait revendiquer ce genre d'aptitude. Et dans ses mémoires Days of My Years, Melville McNaughton dit qu'il empaillait les animaux qu'il chassait. Le chacal, le crocodile... il avait les compétences. D'accord, parce que souvent, alors ça, justement, ce soir, on va en parler, qu'il y a tout un tas de légendes urbaines, en fait, à propos de Jack l'Éventreur. Et il y en a une qui persiste, qui est très forte, c'est justement ça, on va dire, la précision dans les meurtres, et justement qu'on orientait ça vers la chirurgie, un chirurgien, un médecin, voilà, qu'on pensait tout de suite. Alors voilà, il y a cette fameuse thèse du médecin de la reine, parce que les victimes étaient charcutées, c'est ça, elles étaient quand même salement charcutées. Elles étaient ouvertes du sternum au pubis, et puis surtout, on leur retirait les organes. Anne Chapman a eu comme les intestins roulés autour de l'épaule gauche, il y a eu des retraits d'organes de vessie, une partie d'utérus sur Catherine Eddowes, donc c'est quelque chose de glauque. Retrait du cœur chez Maggie. Il semble que couper des organes, c'est pas donné à tout le monde. Il paraît que la façon dont c'est fait, oui, il faut une maîtrise. Il faut quand même une maîtrise. C'est pas, on peut pas s'improviser, ou alors on fait une grosse boucherie, alors que là, semble-t-il. Absolument. Il faut une maîtrise certaine, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on oriente très vite vers les médecins et chirurgiens, mais
on ne parle pas tout de suite des taxidermistes et des naturalistes, alors que finalement, ça concerne le profil criminel de Melville McNaughton. Et on sait que c'est ce même mode d'ouverture. Le sternum obpubis, c'est typiquement le mode d'ouverture quand on retire les organes et qu'on empaille des animaux, etc. Donc, on peut penser que ça peut être un taxidermiste, et ça a été évoqué par Philippe. Il chassait le chacal avec son ami Monroe, parce qu'ils sont devenus amis. Et son père au début. Voilà. Et ensuite, oui, on parlait du personnage Anderson. C'est celui avec lequel ça a été son supérieur hiérarchique une fois qu'il a réintégré le Scotland Yard. Une fois qu'il a évincé Warren, Anderson est devenu son supérieur hiérarchique. Voilà. Et on sait qu'ils adoraient se balader dans Whitechapel pour inciter les prostituées à raccrocher les gants. C'est ça. Ils sont canaillés dès que Melville McNaughton est entré en juillet 89, quelques mois après les meurtres, 6 mois après les meurtres. Avec son meilleur ami, Sir Robert, mais ils adoraient s'encanailler. Ils allaient au Prussian Eagle, ils disaient que la vue d'un couteau tiré n'était pas rare. Il y avait des prostituées allemandes, apparemment, qui le gourmandaient plus ou moins. Il y avait quand même quelque chose de très upper class. On vient s'encanailler dans les quartiers, en gros, pour se faire du bien au niveau des pulsions, pour se décharger. Et Melville McNaughton s'en vante abondamment. Mais le plus troublant, c'est que le soir du premier meurtre de Polly Nichols, donc nuit du 30 au 31 août 88, mystérieusement, à 8h30 du soir, sur les docks de Shadwell, donc vraiment à 1 kilomètre même pas des lieux des meurtres de Whitechapel, il y a un feu énorme qui se déclare sur les bâtiments nautiques appartenant à la Compagnie des Indes. Et ces bâtiments nautiques appartenaient tout simplement à la compagnie de son père. Et en plus, ce qui est marrant, ce qui est cynique aussi, c'est que le feu a pris à la date anniversaire de la fondation de la Compagnie des Indes, que son père gérait. Donc on peut y voir une première attaque. Son père gérait la Compagnie des Indes, donc il avait une grosse... il est quand même d'une haute classe sociale, quand même. Il ne s'agit pas de gens, de basse condition. De basse condition. De basse extraction. On en parlait tout à l'heure. On disait que l'Angleterre c'est très très marqué par les classes sociales. Et c'est marrant parce que moi j'ai vécu en Écosse et on le voit vraiment, c'est ce que je disais, à travers l'architecture, quoi. Ceux qui sont les pauvres, ils habitent dans les basements, vraiment au rez-de-chaussée, on peut voir les gens marcher sur le trottoir, et les gens les plus riches, ils habitent au top, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, ça reflète bien les conditions sociales de l'époque. Donc lui, il vient d'un milieu extrêmement favorisé, on va dire. Les prostituées, donc il faut bien resituer le contexte. Londres à l'époque, c'est des quartiers très pauvres. Dans ces quartiers-là, il y a dans l'est de Londres. C'est toujours pauvre en plus, London. Oui, ça va changer. Toujours pauvre, mais ça devient tendance un peu le bobo londonien. Mais à l'époque, il faut savoir que les gens sont tellement bizarres qu'il y a une femme sur 2 qui se prostitue. Il y a 100 000 personnes qui vivent dans ces bouges infâmes, dans des petits réduits, des sortes de petits corons de même pas 8 mètres carrés. Et elles sont même à plusieurs, des fois plusieurs femmes vivent entre elles de leur métier de prostituée. Mais une femme sur 2 se prostitue occasionnellement, c'est énorme. La journée, elle travaille dans le secteur de l'industrie textile, elles sont ouvrières, et le soir, elles se prostituent. Et les plus ingrates, on va dire, celles qui ont dépassé la quarantaine, désolé mesdames, mais à l'époque, non mesdames, je m'adresse aux métanotes, au féminin, mais à l'époque, il faut rajouter 20 ans de plus quand on est habitué à vivre avec le jean, d'être imbibé d'alcool. Pour oublier, etc. Donc elles étaient pour certaines très abîmées. Alors qu'est-ce qu'il leur restait comme opportunité ? Comme il n'y avait pas encore de réverbères, beaucoup de réverbères dans ces quartiers, donc elles se cachaient dans des petits pubs obscurs et puis elles sillonnaient les quartiers, mais les quartiers étaient très mal éclairés. C'est pour ça que Jack Léventreur, on a dit qu'il a fait office de réformateur social, parce que dès que les meurtres se sont terminés, des gens comme Georges Bernard Shaw, très impliqués dans la vie socialiste et vraiment au service des très pauvres, a dit mais il faut faire quelque chose, vous n'allez pas laisser des conditions d'urbanisme comme ça. Il y a des femmes qui se font agresser la nuit. Pourquoi les réverbères, parce qu'on était à l'aube de l'électricité, pourquoi les réverbères ne profitent qu'à embankment, qu'au quartier les plus opulents du West End. Et là, on reconstruit des nouveaux bâtiments, on réimplante des réverbères dans l'East End. Et il a joué un rôle de héros, malgré lui, de héros noir.
de réformateur social. Non, mais c'est pas Jack mal, Léventreur. c'est-à-dire qu'il y a une évolution sociale quand même. Grâce à lui. Grâce à lui, c'est quand même. Tout nuisible peut être Amélioration important à des conditions l'écosystème. humaines grâce à lui. Ouais, c'est un vrai réformateur social. Un héros c'est vrai. sombre. Ouais, parce qu'il y a Ouais, vraiment, c'est- c'est ça, le plus grand dénouement, quoi, dans Mm, ces... je veux dire, les gens sont pauvres. Mm. Lui, il profite de... Donc, quelque part aussi, j'ai envie de dire, en s'attaquant à des prostituées, C'est facile. c'est quoi. facile, ce C'est sont des facile. victimes Vulnérables. quand même, Vulnérables. faibles, Des très veuves, vulnérables, voilà. des pauvres en Mm. plus. Parce que Ouais. là, il profite quelque part que bon bah personne va s'offusquer. Peut-être bien que voilà, il y a eu une enquête parce que ça a quand même secoué l'opinion publique à cause Tout à fait. de cette affaire médiatique. Ah Le oui, fait que oui. la Ah, presse mais il s'en était empare. malin. Il a écrit la Central News Agency qui desservait tout l'organe de presse londonien. Le type, c'est un génie. Il va adresser, mais il faut connaître, il Il est faut là, pas ouais. faire partie mieux, c'est vicieux. Il sait qu'à Fleet Street, il y a la Central News Agency et qu'elle dessert tous les organes principaux de presse à Londres. À cause de lui, il y a eu des comités de vigilance qui se sont formés, les commerçants en avaient marre parce que les gens ne venaient plus acheter dans leur quartier. On faisait même du beurre sur le dos des victimes et de Jack Léventreur, à quelques pennies coûtants. On favorisait des visites de nuit, déjà à l'époque, sur les lieux des meurtres pour se faire de l'argent puisque plus personne n'osait acheter chez les petits commerçants du coin. Et il y a un type qui s'appelle George Lusk qui défile avec toute une armée de commerçants qui disent « Nous, on va mettre la main sur Jack Léventreur, on va se prendre une chèvre, on va déguiser un homme en prostituée, on va voir si on va l'attraper. » Bon, ils l'ont jamais attrapé en travestissant Et t'oublies de un dire, des leurs. Sophie, qu'il a eu comme allié aussi Sims, un journaliste. Absolument, qui est aperçu Qui d'ailleurs. à qui, apparemment, il demandait de se grimer en. Et c'est Jack formel, Léventreur dans ses journaux, il dit qu'il est ami avec George Sims, qui Voilà. lui-même a été inquiété et vu sur les lieux du pour troisième pouvoir meurtre. se sauvegarder. C'est-à-dire son ami, comment ça il dit Ouais. C'est-à-dire quoi, il se déguisait Il se déguisait en lui, comme ça, il retrouvait Il sur trompait les son crimes, monde. il trompait son monde. Ah mais c'est un génie. Et hein. dès qu'il l'attrapait, mais non, je suis journaliste, moi je suis Sims, Et je ça on vais le faire mon sait, hein, c'est travail. consigné dans les Tout rapports est vrai, de police. tout est vrai, tout ce que dit Sophie, c'est vrai que c'est 20 ans d'enquête dans les archives de Q. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de preuves concordantes qui vont vers cet homme. qui vont vers Alors, cet homme. Il y a Comment c'est toutes ça les qui est légendes incroyable. aussi. Alors, on Ah, il y en entendait, a, on a mais- entendu oui, toutes les thèses, la ouais, fameuse toutes les thèse des thèses. raisins et des. La thèse du raisin, Alors, vas-y, absolument. explique la thèse du raisin. Alors, la thèse du raisin. alors, parce que ça, c'est un élément. On qu'on nous entend rabat depuis, rabat les oreilles avec cette thèse comme quoi effectivement il y aurait une petite grappe de raisin qui aurait Voilà. été retrouvée près du corps de Catherine Eddowes, mais auprès d'un certain nombre de victimes, mais notamment Catherine Eddowes. Tout ceci nous vient de la thèse de Stephen Knight qui avait été portée à l'écran en 88 avec le médecin de la reine. Alors que faisait le médecin de la reine dans le complot? On l'accusait d'avoir été le tueur des prostituées parce qu'il voulait couvrir, tenez-vous bien, la responsabilité du prince Eddie, qui est le petit-fils de la reine Victoria, qui aurait assassiné, si vous voulez, qui aurait eu un enfant illégitime avec Annie Crook. Et donc le médecin de la reine avait reçu pour instruction de se débarrasser de toutes les prostituées qui étaient au courant de cette naissance illégitime, avec la complicité de la reine Victoria. Truc Couvrir énorme. le scandale. Et donc cet homme-là aurait fait partie de la franc-maçonnerie. Alors le coup du raisin, c'est quoi? C'est de dire que notre homme, Jack Léventreur, achalandait les prostituées, sachant que le raisin était un mets très rare à l'époque, avec une petite grappe de raisin pour les faire monter dans sa calèche, et il les aurait assassinées, ces prostituées-là, dans la calèche, de manière à ne pas attirer l'attention, et il se débarrassait du corps un peu plus loin, etc. Donc, alors j'ai envie de dire que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de preuve factuelle, ni au niveau des archives. Quand on regarde les effets retrouvés près du corps de Catherine Eddowes, on ne retrouve pas trace d'une petite grappe de raisin. Donc tout ceci, c'est certainement de l'invention de Stephen Knight en 72. Voilà, parce que même dans les rapports sa de thèse police, du complot. ça aurait été mentionné au moins. Oui, il y a absolument aucune mention là-dessus. Donc, toujours est-il que William Whittegel, ça serait lui qui aurait porté le chapeau. Il aurait fait soi-disant partie de la franc-maçonnerie, ce qui est pas faux en soi quand on vérifie, effectivement. Mais le souci, c'est que le faire passer pour un schizophrène qui opère avec une codification particulière, avec les pentacles, etc., ça nous ramène aux thèses de Aleister Crowley. Tout ça, c'est de la fantaisie de scénaristes pur jus, quoi. Il n'y a pas je de veux dire. sérieux là-dedans parce qu'il y avait il y avait aussi une thèse avec que les meurtres en fait auraient été opérés selon un rite franc-maçonnique.
je veux dire, dans le découpage des victimes. Oui. Et puis il y a une phrase qu'on a retrouvée aussi. Alors il y avait la phrase effectivement sur les juifs, mais il y en avait une autre aussi, je crois. Il n'y a pas une autre phrase qu'on a retrouvée aussi je sais qu'il y a des codifications qu'on a attribuées à Jack l'Éventreur. Mais à part la déclaration d'une lettre, comme quoi il s'affirme, il s'autoproclame comme tueur qui scelle l'avènement de la modernité, il n'y a pas eu d'autres fantaisies. Ça, c'est typiquement de l'invention de scénaristes. Il n'y a rien de factuel là-dedans. Après, j'imagine bien que Jack l'Éventreur peut-être devait, sous couvert d'une promesse d'emploi, promettre à ses prostituées monts et merveilles pour peut-être les attirer plus facilement. Ça, c'est complètement possible. Mais je vois la version des frères Yu, pareil, qui relate encore la thèse de Stephen Knight, le coût des pièces qu'on aurait mis pour faire passer l'âme un peu comme... Alors ça, c'est comme chez les Grecs, oui. Comme chez les Grecs, pour le passage sur le Styx, le fleuve de la mort, etc. Tout ça, c'est encore des chimères d'auteurs, quoi. Il faut vraiment se baser quand même sur les archives de la Metropolitan Police, aller au Q-Archive, demandez à voir votre carte et faites-vous une idée pour accéder donc vraiment à toutes les pièces d'époque. Parce qu'en plus, il faut bien le dire quand même, la police de l'époque, quel moyen elle a à sa disposition pour réellement aussi le trouver. Je veux dire, à part le prendre en flagrant délit, ça va être compliqué quand même, parce qu'à l'époque, on n'a pas de police scientifique, on n'a pas donc les éléments ADN, empreintes digitales, etc. Donc comment... Donc voilà, à moins d'être en planque et puis j'ai envie de dire, voilà, ou alors qu'il y a un témoin qui balance, mais je veux dire, c'est compliqué comme enquête. C'est très compliqué. Ils ont pensé à des leurres, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire, on a déguisé même des hommes en prostituées. Ils ont servi de scapegoat de chèvre pour appâter le chaland. Ça n'a jamais marché apparemment. Mais il y a eu les Bloodhounds, les limiers que Sir Charles Warren envoyait sur le terrain, Burgo et Barnaby, des espèces de chiens limiers qui étaient complètement stupides, ils se sont paumés dans Londres. Et on en a fait la une des journaux dans le Star, dans le Times. Un chapeau haute forme, donc c'est vrai qu'ils se ressemblaient, une écharpe rouge. Il avait une écharpe rouge, c'est ça? Alors, il aurait été aperçu avec une écharpe rouge. Tu devrais peut-être en parler de cette écharpe rouge qui appartenait aux Sugg, là, Ah oui, alors effectivement, un des témoins... Les Indiens, il y a eu plusieurs témoins, Leon et Harris. La secte indienne. Quand il y a eu Catherine Eddowes qui est assassinée, donc on sait que quelques minutes avant, on a aperçu effectivement ces deux témoins ont aperçu un homme blond se tenant dans un goulet obscur avec Catherine Eddowes. On sait qu'elle est authentifiée comme Catherine Eddowes. Et cet homme-là était blond, donc ça correspond tout à fait au suspect. Et il portait une écharpe rouge, la même écharpe, enfin la petite étole qu'on a retrouvée autour du cou de Annie Chapman déjà auparavant, dans la nuit du 8 septembre, quand elle a été assassinée. Elle était à moitié égorgée. Et il y avait cette petite écharpe rouge, cette petite étole rouge autour du cou. Donc on a dit que c'était une référence aux thugs, à la caste des étrangleurs qui sévissaient en Inde, et que seul un colon qui avait connaissance de ces rituels-là pouvait avoir été inspiré par cette histoire-là. Parce que les Indiens, donc dans cette tradition indienne, on laisse un petit foulard rouge. D'ailleurs, les thugs étaient aperçus eux-mêmes avec un foulard rouge, et parfois ils laissaient leurs marques sur les victimes, qui étaient des colons. Il s'attaquait principalement aux colons. Et pour la petite histoire, c'est amusant parce que son père, à Melville, c'est lui qui a traqué en 1857 les thugs et justement qui s'attaquait à ces garnisons de la Compagnie des Indes. Il avait mené une expédition punitive contre les thugs. Donc comment Melville aurait pu ignorer ça depuis sa tendre enfance? Il est né avec le mythe du thug, il a vécu en Inde. Donc il ne pouvait pas ignorer ce qu'avait fait son père pour éradiquer justement une partie des thugs qui s'attaquaient aux garnisons de la Compagnie des Indes. Donc ça encore, ça rajoute un élément supplémentaire, ce foulard avec lequel on aura aperçu le meurtrier la nuit du meurtre de Catherine Eddowes et sur le corps d'Annie Chapman. Tu peux peut-être rajouter toutes les autres preuves que tu as accumulées. Il y a les marques, il y a effectivement les déclarations qui t'ont d'assistant. Les initiales. Les initiales sur les lieux du dernier meurtre, Jane Kelly, ne serait-ce que ça. Les deux M, Melvin McNaughton. C'est quoi ça on a retrouvé des initiales en lettres de sang sur les lieux du meurtre de la dernière victime, la cinquième victime. Et c'était quoi les initiales qu'on a retrouvées? Melvin McNaughton. On a retrouvé MM. Absolument, si vous reprenez donc les il n'y a aucun expert qui a retrouvé ça ça par Sophie, c'est ça qu'elle le font. Ouais. Et ces marques-là ont été donc consignées dans les rapports de police, etc. Oui, sur les photos d'archives de la police, à l'époque, il y a des photos d'archives, donc... on est en 1988. Tout à fait, mais la photo n'a existe depuis les lettres avec le suspect.
ça correspondait vraiment aux initiales du suspect. Mais à aucun moment. On les parce que- voit sur le dossier, les pièces d'archives. Non, mais Parce c'est que bluffant. c'est bon, bluffant. ils ont pensé peut-être qu'il n'en était pas capable, puisque finalement, vu qu'il a une image de lui, de quelqu'un de faible, etc. Donc, Tout à fait. direct, on pense pas à lui Non. pour finalement. Mais Il le savait, c'est il ça. se savait hors d'attente. Même si on l'avait désigné formellement, il aurait toujours eu cette protection, puisque son supérieur en titre, Anderson, dit la vérité, c'est une patate chaude. Il le dit lui-même.